Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Face à la flambée de nouveaux cas de Covid-19, le ministre de la Santé a annoncé hier une série de mesures, dont l'accélération de la campagne vaccinale. Alors, la troisième dose de vaccin est ainsi désormais ouverte à l'ensemble des adultes à partir de demain. Les officines vont-elles être capables de répondre aux demandes qui s'annoncent d'ores et déjà très fortes? Je veux dire, Christophe, que ça n'a pas attendu et les officines sont déjà sous l'eau des appels téléphoniques des gens, en fait. Le téléphone devient vraiment une plaie. Oui, pour répondre à la question, nous allons nous organiser pour répondre au mieux de ce que nous pouvons faire à la demande des Français sur la troisième dose de vaccination. Évidemment, les équipes sont mobilisées depuis longtemps, donc ce sont des équipes qui sont mobilisées mais fatiguées de tout ça. Nous ferons le maximum. Donc, j'ai interpellé le ministre sur 2 points. Le premier, c'est de dire que même si nous ferons le maximum, nous ne pourrons en aucun cas faire seuls. Et donc, il faut arrêter la fermeture des centres et qu'il y ait une collaboration entre les centres de vaccination, les pharmacies et les autres soignants de ville. Donc, ça, on a été entendu, puisque les centres, donc, on a arrêté la fermeture des centres et au contraire, il va y avoir des ouvertures de nouvelles lignes de vaccination et 300 nouveaux centres qui vont rouvrir donc pour appuyer les effecteurs de ville dans cette campagne de troisième dose. La deuxième chose, c'est que la FSPF a demandé au ministre directement que soit revu le circuit de commande. Il faut que les vaccins Pfizer et Moderna soient prépositionnés dans les agences des grossistes répartiteurs de telle manière qu'on puisse les commander du jour au lendemain. D'accord. Là, concrètement, nous n'avions pas prévu de la vaccination dès 18 ans si rapidement. Donc, nous n'avons pas de doses de vaccin pour préparer. Et les prochaines doses, nous pourrons les commander lundi et elles nous seront livrées le 10 décembre. Donc ça, il faut que ça change. Santé publique France doit s'adapter à cette nouvelle méthode. Enfin, nous avons fait partir la fédération une information à midi concernant l'ensemble des dispositifs annoncés par le ministère et qui nous a été envoyé sous forme d'un PowerPoint par le ministère. Mais il va y avoir un DGS urgent qui va préciser les choses et qui paraîtra, je pense, j'espère demain, suite aux évolutions réglementaires, ou peut-être ce soir. Voilà. Et il nous a été promis par le ministère de la Santé un DGS urgent récapitulatif qui reprend tous les cas afin que nous puissions nous rappeler quelle est la solution pour chacun, parce que tout a changé au fil du temps et là, une mère poule n'y retrouverait pas ses petits. Donc là, on a ça. Et là, au niveau de la fédération, nous, on vous promet lundi une analyse récapitulative de notre foire aux questions qui vous permettra là de répondre à l'ensemble des questions qui se posent. Donc, je reprends une info qui est parue parce que les patients n'attendent pas les DGS urgents, donc il faut répondre à l'urgence. Un DGS urgent sur la nouvelle législation, un DGS urgent récapitulatif et la FAQ de la FSPF remise à jour lundi. Très bien. Et pour les tests antigéniques, il y a également des évolutions à attendre. Oui, les tests antigéniques donc, ne sont plus valables que 24 heures pour le pass sanitaire pour les non-vaccinés. Et donc là aussi, il faut s'attendre à une recrudescence de demandes de tests antigéniques. Merci Philippe. Alors par ailleurs, le PLFSS pour 2022 fera l'objet d'une lecture définitive lundi par l'Assemblée nationale, après avoir été rejeté une nouvelle fois par le Sénat. Alors pouvez-vous nous faire un point sur les mesures qui concernent l'officine? Oui, d'abord, un jour ou l'autre, Christophe, on fera le point sur comment marche un PLFSS. C'est une navette parlementaire, mais effectivement, c'est lundi qu'il sera voté en lecture définitive. Alors, qu'est-ce que nous avons comme nouvelles? Nous avons quelques bonnes nouvelles. Nous avons le droit de substitution des biosimilaires
donc qui revient cette fois-ci, qui est marqué en dur. Il n'y a pas de conditions, sauf celle que les médicaments doivent figurer sur une liste établie par le ministère de la Santé. Et cette liste sera bien petite au démarrage. Et donc, notre objectif sera de la faire, de l'étendre. Nous avons ensuite donc la mesure très importante autour du sevrage tabagique qui permet aux pharmaciens une prise en charge expérimentale dans 3 régions des dispositifs de sevrage. Nous avons, sur la substitution de nouveau, le Parlement qui a ordonné au gouvernement d'établir une liste des dispositifs médicaux substituables afin que le pharmacien puisse les substituer. Et puis, nous avons, du côté négatif de ce PLFSS, une obligation, donc, sous peine de pénalité, de rentrer dans la sérialisation. On a déjà, bien sûr, évoqué ce sujet-là. Il y a désormais quelques solutions gratuites qui existent. Et donc, n'hésitez pas à utiliser tout votre pouvoir d'influence auprès des éditeurs de logiciels pour ne pas payer, ou en tout cas ne pas trop payer, ce dispositif qui doit être gratuit. Très bien. Alors, une assemblée générale de la FSPF s'est tenue mardi et mercredi. Quelles sont les principales décisions prises par les présidents départementaux? Deux journées de travaux sur tous les thèmes de la pharmacie. Donc, nous avons, je ne vais pas résumer en quelques secondes 2 journées de travaux. Peut-être un point majeur qui me vient à l'esprit. Nous avons voté, pardon, je n'ai pas le Covid, j'ai une petite toux allergique. Nous avons voté à l'unanimité d'ailleurs la signature de l'ACI, de l'avenant sur l'ACI CPTS, sur l'exercice coordonné donc en structure, qui va permettre un meilleur financement des CPTS d'une part, et d'autre part qui institue une nouvelle mission pour ces CPTS, qui est celle de coordonner les soignants libéraux en cas de crise sanitaire en lien avec les hôpitaux et avec l'ARS. D'accord. Voilà. Peut-être un mot sur les travaux que nous avons menés. Donc, le mardi après-midi, nous avons consacré le mardi après-midi entier à travailler sur la convention. D'accord, très bien. Parce que voilà, je m'en doutais que vous n'échapperiez pas à cette question. Vous lisez dans mes pensées. Oui, et donc tous les présidents ont travaillé. Sur les 6 groupes de travail, on avait fait un plan de tout ce que nous attendions, et nous avions vérifié que nous étions bien en phase avec les pharmaciens, avec notre Assemblée générale. Il y a eu des échanges assez nourris là-dessus. Et donc, voilà, au bout de 4 heures de travaux, on est prêt à affronter les groupes de travail. D'accord. Là, les groupes de travaux, les différents groupes de travail se sont mis en place. Et vous avez une prochaine réunion de négociation le 17 décembre. Alors, les groupes de travail, il y en a un par semaine sur chaque thème. Le thème de la semaine, c'était le numérique. Donc, voilà. Et donc, le thème de la semaine prochaine, c'est la prévention. Et effectivement, nous avons une prochaine réunion plénière de négociation le 17 décembre avec le directeur. Ça avance. Très bien. Alors, je vous propose maintenant de répondre à la question de Marie-Claude Sinessus, présidente du syndicat des pharmaciens de la Guadeloupe. Bonjour Philippe, Marie-Claude Sinessus, présidente du syndicat des pharmaciens de Guadeloupe. Donc, comme tu l'as entendu sur la presse, un peu partout, et qu'on a également échangé, actuellement, la Guadeloupe subit une grave crise sanitaire et sociale, partie du problème d'obligation vaccinale et passe sanitaire. Donc, c'est certains confrères qui ont été vandalisés, parce qu'il y a eu des émeutes qui ont été vandalisées dans certaines nuits. Et ma question serait, est-ce qu'il y aurait, comment on pourrait les aider, voire financièrement aussi, les aider au niveau juridique? Donc, j'aimerais que tu répondes à ces questions. Puis, on a d'autres questions par rapport aux accès des pharmacies. Donc, avec les barrages, on ne peut pas y accéder. Par rapport également au problème de garde. Donc là, nous ne pouvons pas les assurer comme il faut. Voilà. Alors Philippe, comment peut-on aider les pharmaciens guadeloupéens? Alors déjà,
malheureusement, nos confrères guadeloupéens ont été rejoints dans les difficultés par nos confrères de Martinique. Hier, 5 officines ont été pillées, vandalisées en Martinique. Donc nous avons, bien sûr, à la Fédé alerté immédiatement le ministre, tant des difficultés en Guadeloupe qu'en Martinique. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites par le ministère, hein. La première, c'est de garantir la sécurité des gardes, notamment, parce que sinon on ne peut pas faire fonctionner le service de garde. Donc ça, nous avons alerté sur ce sujet-là. De garantir ensuite la sécurité des officines autant que faire se peut, donc d'envoyer des renforts des forces de l'ordre, de considérer les officines comme des lieux prioritaires nécessaires après à sécuriser en priorité, puisque ce sont des cibles, hein, notamment à cause de la vaccination et des tests. L'autre point est financier, puisqu'en fait, il y a des dégradations qui sont majeures. Et donc, le temps que les assurances se mettent en œuvre, nous avons demandé au ministère, avec les ARS, d'essayer de voir comment on peut aider financièrement les pharmacies touchées et en tout cas faire en sorte qu'il n'y ait pas de franchise sur les assurances. Et puis, d'une autre façon, une partie de la difficulté en Guadeloupe et Martinique vient d'une très petite minorité de soignants non vaccinés qui donc a généré le début, on va dire, de l'enflammement dans les DOM. Il faut regarder ce problème de près parce que certes, il faut aller vers la vaccination, certes, il faut pousser tout le monde à la vaccination, mais il faut faire attention à ne pas provoquer quand même les flambées de violence que nous voyons là. Donc ça, c'est un sujet qui doit être traité. Vous voyez, je ne vais pas donner de solution syndicale à ce sujet, et je dis qu'il doit être adressé par le ministère. Très bien. Nous allons prendre maintenant quelques questions des internautes. Alors, envoyez-vous, Christophe. Alors, oui, j'en vois une sur le molnupiravir. Alors, est-ce que vous connaissez les modalités de dispensation? Le ministre a annoncé qu'il serait disponible dans les prochaines semaines. Oui, alors en fait, vous êtes un peu en avance, Christophe, parce que c'est lundi que nous avons une réunion avec le ministère de la Santé à 13h pour nous présenter le portail de commande. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un portail de commande du molnupiravir. Et donc, les pharmaciens devront commander le produit sur cette plateforme. Il sera livré par un dépositaire et pas par un grossiste répartiteur. Et puis, nous allons vous expliquer tout ça dès que nous en saurons plus. Nous sommes également en train de nous concerter autour de la rémunération et j'espère qu'on va avoir des informations dans les plus brefs délais. Très bien. Est-ce que vous voyez une autre question? Alors, je vais regarder. Oui. L'arrêté du 1er juin est-il toujours d'actualité? 50 vaccins par jour max et 550 € par mois pour toucher l'indemnisation des 5,40 €. Alors, oui, c'est toujours en vigueur. Donc, cela signifie que l'acte de vaccination est, lui, bien sûr, sans limite. Hein, c'est un paiement à l'acte de 7,90 €. En revanche, le renseignement de la plateforme est effectivement plafonné. Nous avons à de nombreuses reprises dit au ministère et à la CNAM que peut-être ça avait tendance à limiter l'implication de certains, mais ils nous ont dit que c'était pareil pour les centres et qu'ils ne voulaient pas payer trop cher l'administratif. Voilà. Du coup, on a dit pourquoi pas, mais à ce moment-là, augmenter le prix de l'acte. Bref, on en est resté sur ce tarif. Donc, pour répondre clairement à la question, non, il n'y a rien de changé sur les modalités de rémunération. Une petite dernière question. Eh bien, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La notification du gouvernement à la Commission européenne et aux États membres est-elle officielle?
car il n'y a pas eu a priori de communication de la part du gouvernement sur le sujet. Alors, la communication du gouvernement aux États membres est officielle parce qu'elle nous a été communiquée par la DGS, mais nous n'avons pas eu encore le texte. Donc, ce qui est officiel, c'est qu'elle va se produire ou elle s'est produite, mais je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Ce que je peux m'engager à faire, c'est à effectivement la décrire dès que je l'aurai en main, ce qui n'est pas encore le cas. Très bien. Eh ben, merci Philippe Besset. Merci également à Marie-Claude Sinessius pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt, à très vite.